premier invité sur le plateau d'Élysée TV, Pierre Sauvé, directeur et rédacteur du Club de la Presse à Bordeaux. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Première question, on va peut-être aborder l'actualité de ces dernières heures avec notamment cette attaque terroriste hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur le vote dimanche ? Oui, ça aura forcément un impact. Maintenant, un impact très diversifié, je pense, suivant les couches de l'électorat. Il peut y avoir un phénomène de mobilisation éventuellement à l'extrême droite, comme un phénomène au contraire d'élan national, mais au sens non extrême droite d'un élan national, d'une unité nationale réelle. Donc l'impact, vraisemblablement, mais maintenant, est-ce que ça va vraiment bouleverser le résultat qu'on aurait obtenu sans ? Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que ça peut servir à un ou une candidate ou desservir ? Alors, on a bien vu dans les premières réactions que certains candidats essayent d'en tirer un bénéfice politique. Je pense qu'il y a eu suffisamment de débats maintenant, depuis le début de la campagne présidentielle, pour que les électeurs aient suffisamment de maturité et ne se laissent pas piéger par des réactions qui peuvent d'ailleurs paraître comment dire, peu honnête parfois dans la formulation, ou peu crédible. Selon plusieurs sondages, on se dirige donc, comme on l'a vu, avec un match à 4 candidats. C'est un peu l'incertitude qui domine aujourd'hui. Cela va se jouer dans un mouchoir de poche, vous pensez ? Oui, je pense qu'effectivement, on est un peu dans une configuration pochette surprise. On voit bien qu'il y a 2 candidats qui paraissent se détacher des sondages, vous l'avez dit il y a quelques minutes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ceci dit, ça, c'est si on regarde les valeurs élevées. En revanche, si on commence à regarder avec les écarts possibles, avec les zones d'incertitude possibles, là on s'aperçoit que les fourchettes se rejoignent et que le plus haut de certains arrive au plus bas d'autres. Donc on peut tout à fait avoir, pourquoi pas, un Mélenchon Fillon ou un Le Pen Mélenchon ou un Macron-Fillon. Enfin, tous les cas de figure sont possibles suivant la mobilisation des uns et des autres, suivant le taux d'abstention aussi. Et comment vous expliquez cette remontée de François Fillon après toutes les affaires, toutes les histoires autour de lui ? Alors, il retrouve le noyau dur de l'électorat ex-UMP, ex-RPR, le noyau dur qu'avait Jacques Chirac, qu'avait Nicolas Sarkozy. Il arrive au score, je dirais, naturel. Il était vraiment sur l'étiage bas, parce que je pense qu'il y a quand même un grand nombre d'électeurs, les Républicains, qui ont eu du mal avec disons, la parole de François Fillon, qui a quand même été un peu dévaluée. Encore une fois, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ? Bon, on a vu ce qui est arrivé avec François Fillon. Forcément, il a perdu des électeurs en route, mais petit à petit, il est en train de reconstituer, malgré tout, je pense, le socle de son électorat naturel. Si on en croit un dernier sondage IFOP, on l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron est le 2e candidat chez les jeunes avec 28% des intentions de vote. Comment est-ce que vous expliquez qu'il puisse plaire autant à ces jeunes ? Déjà, c'est le plus jeune de tous. C'est peut-être celui qui peut apparaître... Qu'il y a du jeunisme dans cette élection ? Alors, pas forcément du jeunisme, mais en revanche, comment dire, il peut paraître beaucoup plus naturellement en phase avec les jeunes, avec une meilleure compréhension, une compréhension plus évidente des problèmes qui sont rencontrés par les jeunes actuellement et par l'évolution actuelle de la société, notamment sur le numérique. Et vous l'avez vu venir, cette ascension, vous ? L'ascension de Macron ? Oui. Oui, c'était assez évident depuis pas mal de temps quand même. Restez avec nous, Pierre Sauvé. Les extrêmes séduisent les jeunes, mais certains jeunes privilégient l'abstentionnisme ou le vote blanc. Retour en image signé Bérangère Condomine et Hannibal Watchi. Les jeunes Français peuvent voter à l'âge de 18 ans. Il suffit pour eux d'être inscrits sur les listes électorales. Dans l'ensemble, 87% des jeunes Français sont sur ces listes, selon l'institut de sondage IFOP. Certains ne veulent pas voter, ou seulement voter blanc. L'abstention est le fait de ne pas participer à une délibération ou à un scrutin lors d'une élection ou d'un référendum.
Quant au vote blanc ou nul, ils ne sont pas considérés comme des abstentions. Les électeurs se déplacent dans les urnes, mais ne votent pour aucun des candidats ou aucune des propositions. Alors qu'avant ces votes n'étaient pas pris en compte, ils le sont depuis une loi de 2014, parue au journal officiel en février de la même année. Combien sont-ils à s'abstenir? L'IFOP en a fait un rapport publié en mars 2017. L'enquête est menée sur une population française âgée de 18 à 25 ans. Pour le premier tour, seulement 52% des jeunes Français souhaitent participer à l'élection. Le taux d'abstention est de 48%. Au premier tour en 2012, ils étaient 27% à s'abstenir. Quelles sont les raisons de leur abstention? 17% s'abstiennent car aucun candidat ne défend ou représente leurs idées. 16% parce qu'ils sont en week-end, en congé ou en déplacement. 12% car selon eux, ces élections ne changeront rien dans la société. 10% pour manifester leur mécontentement à l'égard de l'action du gouvernement. Enfin, presque la moitié des jeunes se partagent deux arguments. Ils ne connaissent pas les candidats qui se présentent, ou encore, les hommes politiques n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Certains sites luttent contre l'abstention chez les jeunes, comme Vox qui propose de découvrir les programmes en quelques clics, ou encore Acropolis avec des vidéos informatives à la manière des plateformes de streaming de jeux vidéo. On vient de le voir, il y a des organisations qui luttent contre l'abstentionnisme chez les jeunes. Qu'en pensez-vous, Pierre Sauvé? Oui, je pense qu'effectivement, c'est réellement important parce qu'on sait qu'il y a une évolution de la façon dont les jeunes s'intéressent à la politique et s'informent sur la politique. On sait bien, vous êtes les premiers à le savoir, on en a pas mal parlé à l'EFJ, que de plus en plus, l'information des jeunes se fait via les réseaux sociaux. Et on sait qu'il y a des bulles informationnelles qui se forment dans les réseaux sociaux et qui éloignent un peu plus les jeunes de la politique. Donc le fait de venir les trouver comme ça, c'est quelque chose d'important, effectivement. Justement, vous parliez des réseaux sociaux. La campagne se passe aussi sur ce nouveau terrain de campagne. Est-ce que vous pensez que Twitter, Facebook, c'est un nouveau terrain de campagne, c'est un baromètre de l'opinion politique? Incontestablement. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites à côté des sondages sur les big data, à partir de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et qui donnent des résultats un petit peu différents de ce que disent les sondages. Notamment ces études sur big data, apparemment, disent que Marine Le Pen s'effondre davantage, que Jean-Luc Mélenchon et François Fillon montent davantage, et donc rendent encore les résultats attendus dimanche soir encore plus incertains. Vous le ressentez, ce malaise entre le monde politique et la jeunesse? Alors ce malaise, disons que quand on va dans les meetings, quand on suit les meetings, on s'aperçoit que suivant les candidats, on voit vraiment des têtes différentes, des générations différentes. Il y a certains candidats qui ont beaucoup de jeunes, pas seulement autour d'eux sur scène, parce que ça, mettre des jeunes sur scène, c'est pas très difficile. Il y a des techniques de communication, donc des jeunes sur scène, on en voit partout. Mais dans la salle, on voit bien effectivement que les relations ne sont pas les mêmes suivant les candidats. Oui. Aux dernières présidentielles, plus de 80% des jeunes sont allés voter. Est-ce que vous pensez que ce sera pareil cette année ? Alors, il semble qu'il y a eu pas mal de phénomènes d'inscription sur les listes électorales, donc de nouveaux électeurs, a priori, donc des jeunes, mais les sondages semblent dire le contraire pour le coup. Donc là, je pense que une fois de plus, la réalité de l'élection nous apportera la réponse plus que les sondages. Est-ce que vous pensez qu'il y a des propositions qui puissent influencer le vote des jeunes ? Oui, apparemment il semblerait que le revenu universel proposé par Benoît Hamon a eu un impact assez fort, parce que c'est ciblé effectivement sur les étudiants. Oui, c'est une des mesures qui me paraît les plus évidentes dans ce sens-là. Oui. Vous venez d'en parler, vous restez avec nous, Pierre Sauvé. Certains jeunes disent qu'ils ne sont pas représentés par les candidats à la présidentielle, mais pourtant, nombre d'entre eux ont annoncé des mesures en faveur des jeunes, notamment Benoît Hamon avec son revenu universel pour les étudiants. Ou encore Emmanuel Macron qui lui veut créer 60 000 logements étudiants. Marine Le Pen, elle, souhaite augmenter les appels de 25% pour les jeunes jusqu'à 27 ans. Alors quel programme pour la jeunesse? Les explications de Johan Dénéchaud, Pierre Bardet, Guillaume Fouque, Jean-Damien Manceau-Peters et Lucas Dubernet. Comment les 5 principaux candidats à la présidentielle tentent de séduire les jeunes? Quelles mesures nous proposent-ils dans leur programme s'ils sont élus? La candidate du Front National annonce des changements dans l'éducation si elle est élue. Un contrôle plus strict des établissements privés sans contrat avec l'État, une mise en place de l'uniforme et l'ouverture de nombreuses filières afin de permettre un plus large choix d'orientation. Enchaînons avec François Fillon.
le candidat LR, sa mesure phare pour la jeunesse, l'apprentissage. S'il est élu, les entreprises embauchant un apprenti seront exonérées de charges sociales. Pour les lycéens, les épreuves du bac seront au nombre de 4. Une épreuve en première, 3 en terminale. Le reste sera évalué en contrôle continu. Point de vue qu'il partage avec Emmanuel Macron, lui qui propose de débloquer 15 milliards pour la formation et la création de nombreux logements étudiants. Équipés de la tête aux pieds, tract à la main, les jeunes avec Emmanuel Macron se sont mis en ordre de marche à la conquête de nouveaux électeurs. Bonjour monsieur, vous connaissez le mouvement En Marche? Pour ce qui est de Benoît Hamon, un régime spécial du revenu universel sera consacré aux jeunes, mais c'est également 60 000 logements sociaux contre 80 000 pour Macron. Pas moins sur ce point qu'il me semble aujourd'hui que l'effort doit être poursuivi pour faire en sorte que les villes qui ont le moins de moyens, disposent de moins d'ingénierie pour pouvoir assurer des activités périscolaires de qualité, continuent à être aidées et même aidées davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce sera un point de vigilance pour ce qui me concerne. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, propose d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Une allocation d'autonomie sera également allouée à chaque jeune étudion. Des étudiants. Bon, alors, que proposez-vous pour aider financièrement les jeunes dans leurs études? Une allocation d'autonomie. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut que nos jeunes aillent étudier, il faut qu'ils puissent le faire. On peut noter une volonté commune d'investir dans la jeunesse de la part des 5 candidats en tête dans les sondages. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Nous sommes toujours avec Pierre Sauvé, le directeur du Club de la Presse de Bordeaux. La presse a souvent été attaquée pendant ces meetings, dans des meetings de certains candidats. Faut-il avoir peur pour la profession de journaliste dans l'année à venir, selon vous? Effectivement, malheureusement, les attaques contre les journalistes se sont multipliées, pas seulement pendant la campagne présidentielle, mais quand même beaucoup, dans les meetings, ou alors par des attaques directes des candidats, enfin de certains d'entre eux, parce que certains, il faut le dire aussi, ont des relations normales avec les journalistes, acceptent le jeu démocratique du travail du journaliste qui est là pour apporter les informations, pour essayer de transmettre les interrogations des citoyens et pour ramener les informations utiles aux citoyens. Donc effectivement, quand les journalistes sont attaqués soit par les candidats eux-mêmes, soit que les candidats refusent de répondre à leurs questions, soit insultent les journalistes, soit les font siffler, c'est très problématique pour la démocratie et on espère quand même que sur les prochains mois, ça va s'apaiser, la campagne présidentielle étant terminée, mais on ne peut pas laisser passer ça sans rien dire, très clairement. Eh bien, merci Pierre Sauvé d'avoir été notre invité.